Alors aujourd'hui, on va s'intéresser un petit peu à l'histoire du Japon et je vous propose d'aller visiter le site de la bataille de Sekigahara. Konjaku. On sait que Seki est une ville, mais c'est quoi ce Gara? C'est une bataille clé en fait dans l'histoire du Japon parce que tous les historiens s'accordent pour dire que c'est le moment vraiment où le Japon a été unifié. Et donc évidemment, c'est resté une étape importante dans l'histoire de ce pays. Avant ça, on était dans le Sengoku Jidai et donc c'était la période où tous les samouraïs se tapaient les uns sur les autres. Vous aviez chaque seigneur dans son coin qui faisait ses petites affaires et le Japon n'était pas vraiment un pays en tant que tel. Et ça ressemble un petit peu à la période féodale en France. Et c'est vraiment après cette époque-là que le Japon a été unifié, pacifié, qu'il a permis de se développer tel qu'il a été après. Alors la bataille de Sekigahara, elle a eu lieu le 21 octobre 1600. Elle a opposé d'un côté les troupes de l'Ouest qui étaient dirigées par Ishida Mitsunari et les troupes de l'Est qui, elles, étaient dominées par Tokugawa Ieyasu. Alors en fait, l'unification, elle avait commencé avec un shogun précédent qui s'appelait Oda Nobunaga. Et c'est vraiment lui qui a commencé à rassembler les familles et à faire en sorte que tout doucement le Japon s'unifie. Mais malheureusement, il est décédé avant d'avoir terminé. D'ailleurs, on l'a un peu aidé à décéder, si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, il a été remplacé par un deuxième shogun qui a continué la même œuvre. Alors lui, il s'appelait Hideyoshi Toyotomi. Il a eu envie aussi d'étendre le pouvoir du Japon et a commencé à envisager d'aller faire des conquêtes ailleurs. Et en particulier, il y a eu la guerre de Corée. Et la guerre de Corée a eu quelques effets néfastes sur la santé du pays, puisque le Japon en fait a beaucoup dépensé d'argent pour ça et n'a pas réussi surtout à envahir la Corée. Et de ce fait, Toyotomi s'est retrouvé affaibli. Et suite à ça, d'ailleurs, quelques temps après, vieillissant, il est décédé, lui de mort naturelle. Et s'est posé la question de sa succession. Or, Toyotomi était issu des basses classes. Ce n'était pas un noble. Il avait réussi à monter jusqu'au sommet, mais en partant de tout en bas. Et donc, évidemment, sa succession posait un problème parce qu'il n'était pas noble. Donc, il fallait trouver quelqu'un pour le remplacer. Et là, deux camps ont commencé à se former. D'un côté, ce qu'on a appelé les loyalistes, qui étaient derrière donc Ishida Mitsunari, et qui voulaient faire que le fils de Toyotomi prenne sa place. Évidemment sous régence, parce que c'était un petit enfant, donc ça permettait à un conseil de sages de continuer à diriger le pays comme il l'entendait. Et en face, vous aviez Tokugawa Ieyasu, qui lui aussi faisait partie de ce fameux conseil, mais qui lui était plutôt à avoir tendance à respecter en fait la lignée précédente, donc celle de Nobunaga. Et c'est d'ailleurs lui qui deviendra shogun, le troisième shogun à unifier le Japon et à finir en fait cette œuvre d'unification. Alors on n'est pas là pour savoir qui avait raison, qui avait tort. Là, il y a des historiens pour ça, et des opinions sont très partagées d'ailleurs, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est parler de cette bataille qui a été une étape historique pour l'unification du Japon, et donc pour toute l'histoire du Japon dans son ensemble. Et si cette période avant la bataille vous intéresse, je vous invite d'ailleurs à acheter un coup d'œil sur un livre de James Clavell qui s'appelait Shogun, et ce livre a été adapté en série télé. Il y a eu une première adaptation qui date des années 80, donc les gens de ma génération ont grandi avec ça. C'était Richard Chamberlain qui jouait le rôle principal. Et puis il y a eu un remake qui a été fait récemment sur Netflix. Et je te recommande vraiment d'aller jeter un coup d'œil parce qu'il est vraiment bien fait. Et ça se donne une idée de l'état d'esprit dans lequel les différents camps se trouvaient à ce moment-là. Alors évidemment, les noms sont romancés, l'histoire a été arrangée, mais l'ambiance générale est certainement très proche de ce qui s'est passé. Et donc, tout se passe de manière assez larvée au début. Tokugawa, par le biais d'alliances, en faisant se marier certains membres de sa famille et autres, arrive tout doucement à créer un camp autour de lui. Et en face, le conseil des régents, tout doucement, commence à se dire que Tokugawa commence à peser un peu lourd dans la balance et qu'il faut réagir. Et au fur et à mesure, Mitsunari, lui, évidemment, pousse à aller contre Tokugawa. Et c'est ce qui va se passer au bout d'un moment. Et Mitsunari va décider, en fait, en influençant le conseil, de signer une lettre qui convoque Tokugawa à ce fameux conseil pour évidemment lui dire qu'il va dégager du conseil parce qu'il a des actes qui sont antipatriotiques et logiquement, vu la période, de l'inviter derrière à faire seppuku. Tokugawa ne va pas l'entendre de cette manière et c'est ainsi que tout va commencer. Donc l'affrontement il s'est déroulé à Sekigahara.
Sekigahara, c'est une petite bourgade qui est située dans la province de Mino, ou du moins la province qui à l'époque s'appelait Mino. Alors Mino, ça te dit peut-être quelque chose? Oui, le Minoyaki. Oui, exactement. Le Minoyaki. Eh bien, le Minoyaki, en fait, ce sont les céramiques qui étaient fabriquées dans cette même province. Alors, le Minoyaki est plutôt fabriqué dans la partie est de la province de Mino, tandis que Sekigahara est plutôt du côté ouest. Mais on est bien dans cette même province qui, aujourd'hui, a été intégrée dans la préfecture de Gifu. Alors, si tu veux aller à Sekigahara, c'est assez facile de le faire justement depuis la gare de Gifu. Tu as une ligne Japan Railway qui est directe pour y aller. Il te suffit de prendre donc la JR Tokaido Main Line et à partir de là de prendre la direction de Maibara et tu descends à la gare de Sekigahara. Il te faudra environ une demi-heure pour y aller. Si tu prends des trains lents qui te font faire un changement sur la ligne, tu auras besoin de 45 minutes, 50 minutes pour y aller. Ça reste encore une durée très raisonnable. Alors aujourd'hui on n'a pas beaucoup de chance avec le temps parce qu'il pleut, mais en fait ça nous permet de reproduire vraiment la situation de la bataille de l'époque, puisque en fait le matin, avant que la bataille se déclenche, l'ensemble de la plaine était couverte par les brumes, un petit peu comme les montagnes derrière moi. Et c'est lorsque les brumes ont commencé à se lever que la bataille a commencé. Donc là en fait on se trouve sur le campement de Mitsunari. Donc Mitsunari, le représentant des forces de l'Ouest, qui avait donc ici une position plutôt surélevée et donc bien avantageuse pour surveiller le champ de bataille et donner ses ordres. En plus, il avait l'avantage des troupes, donc en fait, toutes les conditions étaient réunies pour gagner la bataille. Alors au début de la bataille, le camp de Tokugawa est assez éloigné du champ de bataille, mais ça peut se comprendre. Comme je te l'ai dit, Mitsunari a une position très forte sur le champ de bataille, il est surélevé, il a plus de troupes, donc Tokugawa préfère prendre des distances pour être très prudent. Le problème, c'est qu'en étant éloigné de la bataille, évidemment, il a plus de difficultés à obtenir des informations rapides et surtout à motiver ses troupes pour aller se taper dessus. Savoir que quand tu as plein de gens avec des lances et des sabres devant toi, tu n'as peut-être pas envie trop d'avancer et donc évidemment, si tu n'as pas quelqu'un derrière pour t'encourager à y aller, c'est plus difficile. Là on est sur le lieu où il y a eu les combats les plus sanglants de la bataille, et d'ailleurs c'est là qu'a été érigé le mémorial de la bataille que vous voyez derrière moi. Et de ce fait, en fait, au bout d'un moment, Tokugawa, ce qu'il va faire, c'est qu'il va déplacer son camp et il va alors là carrément le placer au centre du champ de bataille. Et là, Mitsunari se dit que c'est une opportunité. Le chef de ses ennemis est face à lui, en plein milieu du champ de bataille, et il décide là de déclencher un assaut de ses troupes de réserve qui étaient postées de chaque côté pour prendre Tokugawa en tenaille. Alors c'est ici que la bataille de Sekigahara a commencé. D'ailleurs on y trouve un mémorial qui se rappelle de cet endroit. Et en fait ici eh bien, c'est là qu'était située la troupe des fusillés qui a tiré les premiers et qui a provoqué le démarrage de la bataille. Mais voilà, les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu. En effet, Tokugawa avait négocié avant la bataille avec un des alliés les plus puissants de Mitsunari. Il s'agissait de Kobayakawa Hideaki et qui possédait près de 15 000 hommes, c'est-à-dire une des troupes les plus importantes du camp de l'Ouest. Et il lui avait promis des terres et une position avantageuse si jamais il gagnait la bataille. Et donc, autant sur le début de la bataille, Kobayakawa était resté tranquillement sur sa montagne, et au moment où on lui dit « maintenant il faut que tu y ailles », eh bien en fait, il va y aller. Et donc au moment où on lui dit de déclencher son attaque, eh bien effectivement, il part avec ses cavaliers, mais au lieu d'attaquer les troupes de Tokugawa, il va attaquer les troupes de ses propres alliés, et donc trahir son camp.
On estime qu'en fait ce moment est vraiment le tournant de la bataille. C'est au moment où Tokugawa a réussi à prendre l'avantage dans cette bataille et finalement à la gagner. Attends, mais c'est lunaire ce qui se passe. Je croyais que les samouraïs avaient un code de l'honneur et ne devaient pas trahir leurs alliés. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, cette histoire de trahison, ça peut un peu te surprendre parce qu'on parle toujours des samouraïs très fidèles, avec un code de l'honneur très fort, à savoir le Bushido. Et là, tout d'un coup, on parle de quelqu'un qui a trahi son camp dans une des batailles les plus importantes de l'histoire du Japon. C'est un petit peu étonnant. En fait, la belle image très romancée qu'on a des samouraïs n'est pas très juste. Il faut savoir que le fameux code de l'honneur dont on parle, le Bushido, il a été écrit après, au moment où justement le Japon était en paix et on voulait redorer un petit peu l'image des samouraïs qui devenaient à ce moment-là plus des gestionnaires, des gens qui faisaient de la gouvernance et non pas des guerriers. Et donc évidemment, il fallait leur donner une image un petit peu meilleure que celle qu'ils pouvaient avoir avant. Il faut savoir que de la même manière que chez nous avec les chevaliers, eh bien les samouraïs c'était des guerriers et que parfois ils savaient tourner Kazakh selon les avantages qu'ils pouvaient en tirer. Ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas de code de l'honneur, mais leur manière de l'interpréter était un petit peu plus discrète ou un petit peu plus subtile que ce que l'on peut imaginer dans l'imagerie populaire. Alors cette pierre, elle est un peu particulière parce qu'en fait, elle situe l'endroit où était le camp de Shimazu Yoshihiro. Alors ce monsieur est un peu original parce qu'il était en camp de Mitsunari. Il avait pour charge de défendre les lignes de front. Et lorsque la bataille a changé de camp et que c'est devenu vraiment très difficile ici, eh bien il est devenu célèbre à ce moment-là parce qu'il a été le dernier à quitter le champ de bataille et en fait il l'a quitté en perçant les lignes de Tokugawa et en allant s'enfuir face à l'ennemi. Et c'est resté quelque chose de très original et une preuve de courage pour beaucoup d'historiens. Alors à cette époque, qui était quand même assez sanglante, la tradition voulait qu'on présente les têtes des principaux chefs vaincus aux vainqueurs à la fin de la bataille. Eh bien cet endroit, c'est justement l'endroit où on a présenté les têtes du camp de l'Ouest à Tokugawa à la fin de la bataille. Et l'histoire veut qu'il en manquerait une très importante. Il manque une tête? Comment ça, il manque une tête? Eh bien oui, il manque effectivement une tête. Il manque la tête de Yoshitsugu, qui était un des lieutenants principaux de Mitsunari. Celui-ci, en fait, au moment où il a vu que la bataille tournait et qu'ils allaient nécessairement perdre, avait décidé en fait de se faire seppuku. Et il avait donné l'ordre à un de ses lieutenants de lui couper la tête et d'aller cacher celle-ci quelque part afin justement qu'elle ne soit pas présentée au moment de la présentation des têtes des vaincus. Et cette tête a été si bien cachée qu'encore aujourd'hui, on ne sait pas où elle se trouve. Oui, je reconnais que ça fait un petit peu barbare de parler de présentation de tête comme ça, et ça l'est, clairement. Mais il faut comprendre que ça avait en fait deux fonctions, cette démarche. D'abord, ça permettait à chacun des alliés du vainqueur de lui montrer à quel point il s'était investi dans la bataille puisqu'il lui rapportait des trophées. Et en fait, les récompenses qui étaient données aux différents seigneurs se faisaient en fonction des trophées qu'ils avaient apportés. Donc évidemment, on avait intérêt à présenter des têtes à ce moment-là. Au-delà de ce côté un peu pratique qui semble quand même assez violent, il y a un côté un petit peu plus honorable dans l'histoire, c'est que c'était aussi un moment pour le vainqueur de rendre hommage à tous les combattants qui avaient péri pendant la bataille. Alors ça peut te sembler étrange, mais je t'assure que c'est réel. Et bien là, tu vois, c'est un mausolée, et ce mausolée n'est pas dédié aux morts du camp de l'Est, mais bien aux morts du camp de l'Ouest, c'est-à-dire aux vaincus. Et il existe ailleurs à Sekigahara un autre mausolée qui lui est dédié au camp de l'Est. On pourra dire ce qu'on veut sur l'issue de la bataille. Créer un mausolée pour le camp perdant est assez respectueux et très à l'image des Japonais. Et voilà, la balade à Sekigahara se termine. J'avoue que c'était vraiment une belle découverte pour moi. Et si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez surtout pas à passer par le musée. Il est vraiment très intéressant. Il y a une présentation cinématographique qui vaut vraiment le détour. Je vous recommande de réserver à l'avance. Je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo pour que vous puissiez réserver à l'avance sans aucun problème. De même, il est possible sur place de réserver un guide en anglais pour pouvoir visiter le site accompagné. Les guides sont super gentils et si vous voulez quelqu'un en anglais, par contre, il faut réserver également à l'avance. Et le musée en lui-même, comme dit, vaut vraiment le coup. Il y a une présentation très claire des événements qui permet de bien comprendre les différentes étapes de cette bataille, mais aussi les raisons de cette bataille. Et puis accessoirement, il y a des petites choses rigolotes à y faire où on peut tester les différents armements des samouraïs et on peut même s'habiller en samouraï.
Enfin bref, ça vaut le coup. C'est vraiment un très beau musée et qui permet de soit débuter correctement la promenade, soit de la clôturer avec succès. En tout cas, je ne regrette vraiment pas cette promenade et j'espère qu'elle vous permettra d'avoir plus envie encore de visiter le Japon et en particulier de visiter ce site de la province de Gifu. Bon, et bien si pendant votre séjour au Japon vous tombez sur une mystérieuse tête égarée toute seule dans un coin, peut-être que vous saurez de qui c'est.